Bon, je l'avoue tout de suite. Dès le début, j'avais accroché. Ce fut d'abord le fabuleux cheval de Troie, avec la belle Hélène, la terrible fureur d'Achille, ou encore les merveilleux voyages d'Ulysse. Bref, la magie d'Homère m'avait définitivement connecté aux légendes du passé. Ensuite, ce fut la lecture d'une vieille Bible récupérée au fond d'un tiroir, avec ses merveilleuses histoires comme la tour de Babel ou l'ouverture de la mer Rouge, ou encore les exploits du roi David contre le géant Goliath. Et enfin, ce furent les mythologies égyptiennes, mésopotamiennes et celles de l'Inde, qui m'ont alors totalement convaincu qu'il y avait un sens caché à tout cela, et qu'il y avait ainsi matière à réflexion pour en percer le mystère. En fait, et pour tout dire, ce furent 2 visites touristiques à l'étranger qui m'ont véritablement positionné sur la voie de la découverte et que nous allons expliciter par la suite. La première fois, ce fut en Irak où j'avais une mission de travail qui me permit de visiter quelques sites archéologiques. Et je fus alors très étonné de voir nombre de statues de déesses en tenue légère dans un pays aussi obsédé par la pudeur féminine. Par la suite, je me suis intéressé au rituel dit de la hiérogamie, ou mariage sacré, soit celui où des dieux étaient représentés en phase de copulation ouvertement représentative. Puis, au cours d'une autre mission de travail aux Indes, je retrouvais le même contraste quand je visitais un temple shivaïste à Kanchipuram, dans la région de Madras. À nouveau, je percevais cette divergence flagrante entre les sculptures murales ouvertement érotiques et la chasteté manifeste des femmes indiennes. Et c'est là, en arpentant ce site encore en activité religieuse, que j'ai ressenti une impression de déjà-vu. Je veux dire par là qu'en observant les gens aller d'abord dans les bassins de purification, puis en déambulant autour de l'arbre sacré, je retrouvais alors une scène bien ancrée dans ma mémoire. En fait, j'étais dans un copier-coller de l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden. Bref, j'avais trouvé la clé du puzzle que je pouvais enfin reconstituer. Et par conséquent, tout devenait alors clair et limpide. Enfin, je jubilais de joie. Je pouvais pénétrer à la fois les mystères des mythologies et les secrets des religions. Ainsi, je comprenais qu'il y a très longtemps, au tout début de la culture des céréales, il avait existé une civilisation très ancienne, alors dominée par les femmes, civilisation que je nommerais matriarcat néolithique. En fait, ce n'est que par la suite, au cours des siècles, que les peuples nomades sont venus se mélanger et cohabiter avec les sédentaires. Et cela en installant progressivement la domination des hommes, domination dénommée patriarcat antique. Et c'est à ce passage d'un univers féminin vers un monde masculin, totalement enfoui dans les mémoires, comme un fabuleux trésor caché, que je vous invite maintenant à découvrir. Tout d'abord, précisons tout de suite ce que n'est pas le matriarcat néolithique, soit une vision inversée ou en négatif d'une société patriarcale où les femmes s'occuperaient de la guerre,
tandis que les hommes resteraient au foyer à pouponner les enfants, à faire la tambouille ou le ménage. Certes, les Grecs en avaient fantasmé un concept sous la forme des Amazones, mais c'était avant tout pour l'utiliser en caricature comme repoussoir social. Par contre, il a bien existé auparavant une civilisation matriarcale où les femmes ont dominé et dirigé le monde selon des structures bien spécifiques, structures bien organisées que nous allons décrire dans les séquences suivantes. Et nous allons voir comment, au cours des siècles, la femme est passée du statut de reine divinisée à celui d'un être vil et dégradé, soit une créature dangereuse et maléfique qu'il faut, comme la centrale de Tchernobyl, cacher sous un coffrage anti-radiation. Tout cela au profit du mal triomphant. Dans le cas des mythes et des légendes, la difficulté principale de ce type de recherche est de retrouver la séquence chronologique des événements ou le début du fil conducteur qui, sans une bonne méthode appropriée, devient rapidement inextricable et soporifique. Pour commencer, prenons l'exemple de la légende du héros germanique Siegfried. Après de multiples aventures, où il tue notamment le dragon Fafnir, il épouse alors une princesse burgonde nommée Kriemhild. Puis, par jalousie, il est assassiné par le traître Hagen. C'est alors que, pour venger son mari, la veuve Kriemhild se remarie avec un nommé Atlil qui va l'aider dans sa vengeance. Et c'est vers le XIIIe siècle que la légende de Siegfried est écrite sous le terme de l'anneau des Nibelungen. Or, le personnage d'Atlil a bien existé sous le nom d'Attila, le roi des Huns. Et effectivement, Attila avait bien épousé une princesse germanique appelée Ildiko. Comme Attila est mort en l'an 453, nous voyons donc que ce personnage historique a été intégré au fil du temps à la légende burgonde grâce à l'imagination des poètes et troubadours. Cela signifie que, jusqu'à l'apparition de l'écriture, les orateurs vont continuellement déformer et amplifier les faits historiques réels pour des raisons de propagande et de valorisation des héros des groupes humains auxquels ils appartiennent. Ainsi, au cours des siècles, une simple anecdote de la taille d'un cheveu se transforme progressivement en perruque, voire en salon de coiffure, jusqu'à la fixation définitive par l'écriture. Par conséquent, la structure intime des légendes et des mythologies s'apparente à un millefeuille de couches superposées et emmêlées où de nombreux éléments ont été fortement maquillés et embellis. Il s'ensuit qu'avant l'apparition de l'écriture, il nous faut trouver des outils d'analyse efficaces pour démaquiller les décorations accumulées par les poètes et retrouver ainsi les infrastructures d'origine. Et parmi ces outils, l'archéologie nous offre la datation au carbone 14 qui nous permet enfin d'avoir un repère chronologique fiable. Par exemple, chez les tueurs de dragons, nous avons Saint Michel et Saint Georges qui peuvent apparaître similaires. Or, on remarque que Saint Georges est généralement représenté à cheval, alors que Saint Michel reste toujours piéton, certes avec des ailes. Comme l'archéologie nous donne une date au plus tôt du 8e siècle avant notre ère pour la domestication du cheval monté, on en conclut aisément par ce détail a priori mineur que la légende de Saint Michel
précède nettement celle de Saint Georges, qui s'en inspire fortement. Cela signifie que lorsqu'un nouveau modèle de légende apparaît, il devient alors très facile de l'imiter et de le copier. Ainsi, le premier travail de recherche est donc de retrouver l'original même. Il nous faut donc descendre le plus profondément dans le passé pour atteindre le socle de base, socle sur lequel nous allons pouvoir recomposer et reconstituer toute l'histoire véritable des mythologies. Et alors, le passé va nous réapparaître dans sa plus rayonnante clarté.